À toi, qui veux créer un monde meilleur. We got a lot of work to do with the people going through. 7 billion people listen. But I know the world will stay if we try to go away. Try to make a difference. Bienvenue à un podcast tout spécial pour moi. C'est un podcast qu'on fait avec Yannick Côté. On va clairement inviter de plus en plus de personnes parce que Dieu sait que c'est riche de voir la conversation avec des gens qu'on prend pas assez le temps de parler. Puis ce Yannick Côté-là, écoute, on le connaît super bien, moi et toi, Jean, parce que on a grandi avec, on était à l'école secondaire avec, puis on a toujours gardé un lien, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Puis ça a clairement été une personne marquante pour tous les deux. Puis c'est toi qui l'as interviewé. J'ai écouté l'interview, puis ça m'a bouleversé à plusieurs moments. En toute honnêteté, là, j'ai trouvé ça beau, encore une fois, là, même malgré l'écran. Je pouvais sentir votre excitation de vous rencontrer, de partager des vrais sujets. Puis, l'élément, je pense, qui m'a le plus frappé de votre rencontre, c'est son partage sur son moment de vie d'adolescent au secondaire, parce que j'étais là. Puis, tu sais, c'est bouleversant parce que de mon point de vue à cette époque-là, il me semblait bien aller malgré tout. T'sais, oui, je voyais qu'il y avait des défis. Là, il y avait toujours une petite gang de bombes là, qui m'écœurait aussi, qui l'écœurait. Mais dans le fond, avec le recul, je me rends compte qu'il a été beaucoup plus écœuré que moi. Puis j'avais pas conscience de sa grande souffrance. Puis ça me touche parce que combien qu'il y en a. Puis là, j'avoue que je me projette avec nos enfants qui vont aussi passer par là. Il faut tellement être vigilant avec l'impact qu'on a sur nos jugements. Il parle beaucoup du port des jugements des autres. Ça peut paralyser, ça peut gangréner un esprit. Puis j'ai été profondément touché par son partage sur cette époque-là. Merci Jean d'avoir amené Yannick là. C'était audacieux là, d'aller voir ça. Ça passe par toutes sortes d'émotions. Là, puis j'ai trouvé ça courageux d'aller là. Ouais. Puis je trouve ça fort aussi, tu sais, juste le fait d'avoir une nouvelle perspective. Hein. C'est tellement puissant, ça, parce que dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de vivre, notre expérience, tu sais, on a juste une vie. Même si tu décides de faire plein d'affaires, puis moi, j'ai envie de vivre plein d'affaires, je suis quand même dans le même pattern, pas mal tout le temps. Mais juste le fait qu'une personne à côté de moi s'ouvre, avec un vécu complètement différent. Là. Yannick, en tout cas, justement, je ferais pas sa vie, tu sais. Puis c'est correct comme ça parce que il me la partage, fait que je peux vivre un peu de sa vie à travers ce partage-là. J'espère que ça va ouvrir vos perspectives. Son côté difficile à l'enfance, je l'ai pas vécu, mais maintenant qu'il me l'a partagé, je peux mieux comprendre. Je peux être plus attentif, je peux être plus intentionné quand je parle à quelqu'un. Fait que, ouais, c'est riche. Puis j'espère que vous allez voir, tu sais, on tire à gauche, à droite parce qu'il y a vraiment une vie bien remplie, puis il y a toutes sortes d'idées et d'entreprises. Puis peut-être que vous vous reconnaîtrez pas là-dedans, mais ayez l'ouverture de nous suivre juste à gauche, à droite pour voir, pour vous, qu'est-ce que ça peut allumer comme étincelle. C'est vraiment un personnage qui se distingue, là, explorer son univers. Puis moi, il y a juste un élément, entre autres, qui m'a habité depuis que j'ai écouté votre entrevue. C'est que justement, là, il est intense dans toutes sortes de façons. Là. Il parle à quel point que justement, ça a été une de ses outils de se structurer, d'organiser, d'être sa coche, d'être entrepreneur dans tout ce qu'il fait. Dont un côté que j'ai pas vu venir, être entrepreneur dans son rôle de papa. J'ai trouvé ça beau, ça. Ou est-ce que souvent, je sais pas trop, c'est comme... je sais pas trop, c'est de quoi qui est déjà défini, mais là, non, lui, il voit ça comme un projet entrepreneurial d'éduquer son enfant, puis il embarque là-dedans, puis il veut performer dans son rôle de papa. J'ai trouvé ça inspirant. Fait que bonne écoute. J'ai vraiment hâte que vous découvriez Yannick Côté. Yeah! Salut tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui est un grand ami, mais aussi quelqu'un que j'admire beaucoup. Mon ami Yannick Côté. Salut Yannick. Salut Jean. En forme? Super en forme. Hey, je sais pas si tu vois, là, mais j'ai les yeux qui pétillent en ce moment. Je capote. Hey, on est à distance, mais c'est comme si j'étais capable de te faire un gros colleux. Je suis tellement content. Je suis honoré que tu m'aies invité. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Malade, C'est malade. c'est vraiment le fun. Je suis content que tu sois content parce que moi, ma journée est faite déjà, puis on n'a pas commencé. Juste pour que les gens qui ne te connaissent pas, Yannick, je vous parle un peu de ses réalisations, mais je m'arrête pas là, vous allez voir. Yannick, c'est quelqu'un qui est considéré comme un très grand conférencier, entre autres dans le secteur de la jeunesse. Ça fait 18 ans qu'il fait des conférences. Il y a plus de 1300 représentations de fêtes dans 200 écoles différentes. C'est aussi un chanteur, un comédien. C'est un entrepreneur qui a gagné des prix, entre autres la jeune personnalité d'affaires dans la catégorie art, culture et création de la Jeune Chambre de commerce du Québec. Aussi le prix coup de cœur de la Banque nationale dans le même événement. C'est ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a un vrai impact dans le monde. Je fais juste penser, mettons, là, à ce que tu fais avec les jeunes. Je pense que tu as changé des vies. Puis c'est ça, moi, ça m'inspire tellement. Tu as fait des projets pour raccrocher les jeunes à l'école avec la musique, qui est une de tes passions. Ceux qui n'ont pas encore entendu Yannick Côté, quand vous aurez l'occasion, allez-y, qui fait des fois dans les bars, mais sinon, allez voir sur YouTube. Moi, j'ai encore un coup de cœur. Ça fait longtemps que tu l'as posté, celui-là, mais quand je l'écoute, j'ai encore des frissons sur le cover de Say Something. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Fait que voilà, puis au-delà des accomplissements, je trouve qu'on est vraiment chanceux de t'avoir, Yannick, parce que t'es quelqu'un qui est capable de t'ouvrir puis de parler, parce que de voir juste un titre ou un prix, c'est beau, bravo, Ouais, mais merci. quand on comprend qu'est-ce qu'il y a eu en arrière, c'est qui la personne derrière, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a traversé, ça c'est riche, puis j'ai tellement eu la chance de t'avoir, Yannick, quand moi j'avais eu des bouts de rough, des décisions difficiles à prendre, puis que j'ai pris le téléphone, puis que j'ai appelé, il y a tellement eu à chaque fois... je me suis senti soutenu puis bien conseillé. Fait que voilà, voici mon Yannick Côté que j'ai hâte de vous faire découvrir. Tabarnouche. Merci, Jean. Un bel ode. T'es vraiment fin. Ah, t'es fin, t'es fin. Mais en fait, je pourrais dire justement que par rapport à ce que tu disais, l'ouverture, la vulnérabilité, c'est une chose qui est vraiment difficile à avoir et à s'ouvrir, tu sais. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui est tellement précieux, quelque chose qui est tellement beau, quelque chose qui est tellement à la portée de tous, mais que il y a peu de gens qui se connectent à ça parce que des fois ils ont peur de peut-être se faire entrer dedans ou se faire briser, etc. Moi dans mes conférences j'en parle que je me suis déjà fait briser déjà quand j'étais plus jeune et que là ben je suis une personne qui est comme ça, qui est très sensible, qui est très ouverte, qui est très à l'écoute. Donc oui, je me mets un peu dans le pétrin en étant, parce que toute personne qui est plus vulnérable ou plus ouverte ou plus sensible se met aussi un peu dans le pétrin en se disant comme je peux recevoir des flèches, je peux recevoir des commentaires, je peux recevoir des critiques, mais c'est tellement ça qui nous fait grandir dans la vie que oui, c'est des coups, mais plus que t'en prends, plus t'es capable d'en prendre. Donc, ça devrait bien aller. Hein, mon Jean? Oui, effectivement. Mais même en le sachant, hein, ça reste difficile. Ah oui, c'est quelque chose, mais faut le travailler. Mais j'ai envie de te poser la question, puis tu sais, nous autres, on s'est connus au secondaire, on était dans le stage band ensemble. Tu jouais du saxophone, moi je jouais de la guitare. Oui. Puis je me souviens, tu sais, même à cette époque-là, au début, quand on était ensemble, moi j'étais quelqu'un de très introverti, et toi aussi. Fait que on n'a pas eu beaucoup de contacts dans les premières années là, qu'on s'est tenus ensemble. Puis moi j'ai ce souvenir-là, tu me diras si mes souvenirs sont bons, là, mais en secondaire 4 à ma année, Yannick il commence à jaser un peu, puis il a dit non, moi je deviens chanteur, je m'en vais à Star Academy, puis je perce là-dessus. Puis là, le gars que j'avais jamais entendu parler encore, ou presque, là, tu sais, puis d'un coup, pouf, il s'ouvre au monde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir comment tu as vécu ça à cette époque, parce que j'ai l'impression que ça a été un des moments où ce que là, la coquille venait de se briser, puis que là, j'ai découvert un Yannick que j'avais pas remarqué encore. C'est une excellente question, Jean. J'adore cette vision-là. Puis c'est drôle parce que
Ça, je l'ai encore en dedans de moi et je pense que tout le monde, tous et chacun sur la planète a un petit personnage ou une autre version de soi-même qui est à l'intérieur. Pas qu'on idéalise, mais qu'on veut plus devenir ou qu'on veut être ou on rêve sûrement d'être. Et je pense qu'il y a juste comme, il y a un petit câble qui a pété à un moment donné, que j'étais tanné d'être pogné dans un corps de personnes gênées, timides. Tu sais, on reste toujours avec des plis de personnes, je sais pas moi, gênées, anxiogènes, des personnes qui peuvent être même avec de l'impulsivité, des gens qui peuvent être, en tout cas, peu importe, on a tous des petits plis qu'on peut pas nécessairement appeler des défauts, mais plus des traits de personnalité qui nous empêchent parfois d'être le meilleur de nous-mêmes, ou du moins ce qu'on rêve toujours d'être. Puis ce rêve-là, il est tout le temps pété, il est flyé, tu sais, il est comme quasi inaccessible à part pour un petit pourcentage de la population qui réussissent à devenir des Bon Jovi, des whatever, des Mères Teresa, des ci, des ça. Mais il y a quand même un petit bonhomme, un petit quelque chose qui sommeille en nous. Puis je pense qu'en secondaire 4, j'ai juste comme, avec cette belle naïveté de jeunesse, de bon, ben moi, j'ai décidé d'aller là puis de faire ça. Puis cette naïveté-là, puis ce contact avec ce câble qui a pété là, ben je l'ai toujours suivi puis j'ai toujours continué parce qu'au final, il en sortait toujours quelque chose de ça. Parce que, comme toi puis moi qui étais au secondaire, que moi je jouais du saxophone, t'as pas joué de la bass à un moment donné aussi, me semble? Ouais, on s'alternait guitare-bass, ouais. C'est ça. Puis, mais je veux dire, je m'excuse, mais peut-être que moi, dans ma tête, j'avais des rêves d'être sur un stage devant 100 000 personnes, puis je faisais un show beaucoup plus grand que Mission Impossible qui faussait devant 25 personnes, incluant mes parents puis tes parents. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai comme l'impression qu'il y a cette imagination-là qui est là, que pour moi était peut-être plus grande nature puis que je voulais la vivre encore plus. Puis qu'au lieu d'être devant 25 personnes, ben l'année d'après, j'étais devant 300 personnes, puis l'année d'après, j'étais devant 1000 personnes, puis l'autre année, devant 10 000, etc. Qui fait que j'étais pas Céline Dion, mais que j'étais beaucoup plus près de Céline Dion que de rester dans ma coquille. Tu comprends? Puis aujourd'hui encore, on a la réalité de la vie. Il y a peut-être des parents qui écoutent, des choses qui nous rendent encore plus dans cette petite coquille-là, qui nous empêchent ou qui rendent le challenge un peu plus difficile de devenir cette petite version de nous-mêmes qu'on aimerait qu'il soit encore plus éclaté. Ou, il me semble que je me verrais faire ça, mais non, ça va être trop compliqué, ça va être trop dur, c'est impossible, c'est impensable. Mais peut-être juste de se le permettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 1 an, juste pour voir où c'est que ça va nous mener. Puis vois-tu, moi, ça a été ça, tout le temps. J'ai toujours essayé de devenir une meilleure version de moi-même, ou du moins, la version que je rêvais, c'est laquelle la plus proche de la réalité que je peux m'amener. Mm-hmm. En gros, ça serait ça. Ça j'aime répond ça. à ta question? Tout à fait et non à la fois. Non, pour de vrai, beaucoup, mais j'aime ta façon de voir, puis à quel point la vision qu'on a, hein, c'est un moteur, hein, c'est quelque chose qui nous attire, qui nous fait nous mettre en marche. Mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que moi j'ai eue et que j'ai lu aussi beaucoup, c'est que les gens qui arrivent à concrétiser leur vision, au final, ne deviennent pas plus heureux. Parce que, à quelque part, c'est pas tant l'atteinte de la destination qui compte, mais le chemin parcouru pour s'y rendre. Est-ce que c'était un chemin qui valait la peine, qui faisait du sens ou non? Parce que il y en a des célébrités hein, qui ont des carrières de fous et qui sont totalement malheureux. Là. Complètement. Fait que la vision, je pense, puis le rêve, il faut se le permettre. Il faut rêver. Je pense que tu es un rêveur. Je suis un rêveur aussi. Mais je pense que quand on est un rêveur, puis qu'on se rend compte que c'est déconnecté de la réalité, puis on fait « Hey, je ne l'atteindrai pas », il y a beaucoup de gens qui font « Ben, je le fais pas, j'arrête ». Mais le but, c'est même pas de se rendre là, le but, c'est d'avancer. Puis c'est pour ça que je te considère comme un modèle pour moi d'être entrepreneur, parce que je le sais que dans plein de situations inconfortables, où ce que tu étais en insécurité, tu as cru quand même qu'il valait bon d'avancer et non pas de s'arrêter. Ben, c'est toujours ça, hein. La vie d'entrepreneur, c'est jamais le confort, c'est jamais la sécurité, c'est jamais l'incertitude du futur.
Puis, je veux dire, dans un job ou une réalité qui est plus sécuritaire, c'est là où on a des limites, c'est là où on a des sécurités, c'est là où on a des assurances, c'est là où on est capable de prévoir son lendemain. Puis ça l'amène à ça l'amène un rébarbatif qui fait que à un moment donné, on peut soit s'ennuyer ou rêver plus, mais au final, pas nécessairement faire d'action. Fait que c'est de trouver un peu cette balance-là. C'est drôle, Jean, je me rappelle, à un moment donné, tu m'avais lancé un questionnaire ou quelque chose comme ça, puis à un moment donné, je me rappelle, tu avais comme eu un consensus du fait que où ce que tu étais rendu dans ta vie, jamais je serais capable d'avoir une vie aussi éclectique, avec autant de pas de choix, mais autant de business, autant de trucs qui s'éparpillent un peu partout, et de trouver un sens là-dedans. Mais je pense que chaque individu est capable de trouver son équilibre, mais il faut se mettre un peu dans le pétrin dans la vie. C'est quand même important. Juste pour soi-même, du moins. Ouais. Puis moi, j'aime penser aussi que il y a des saisons dans la vie. Il y a des bouts où ce que même quand tu veux faire, tu fais les bonnes actions, à un moment donné, les récoltes sont pas là. Non, mais la vie, c'est cyclique aussi, là. Exact. Puis on traverse des époques. D'être capable de faire ce petit chemin-là ou ce petit exercice-là à la maison, vous pouvez essayer de faire ça, c'est quoi les grandes époques de ma vie. Puis là, j'essaie pas, là, essayez pas dites-vous pas là, à la maison, genre, c'est super égocentrique ou peu importe, mais juste d'être capable de se dire, j'ai eu mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence, ma carrière, ensuite peut-être le bout familial, qui est quand même un gros bout, tout dépendamment où c'est que vous êtes rendu dans votre vie. Puis juste d'être capable de mettre un titre, voire même un petit chapitre, un petit quelque chose, qui nous permet ensuite de le vivre plus ou de le placer quelque part dans son être pour encore plus se définir et savoir qui on est. Hey, j'ai envie, tu me donnes le goût, on le fait en live, Yannick. Oui. Je te nomme la saison, puis toi, tu vas me décrire qu'est-ce que le Yannick de cette saison-là vivait, qu'est-ce qu'il a traversé. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que l'autre Yannick de l'autre saison après, il a utilisé dans cette saison-là. Oh, ça va? Tu fais ça. Ben oui, let's go. OK. On y va. J'aime ça. Ouais, let's go. OK. Fait que on commence avec Yannick, je dirais, à l'enfance. Fait que avant l'adolescence, là, on parle de l'époque du primaire, là. Mm-hmm. Donne-nous une scène là, qui décrit un peu qu'est-ce que Yannick vivait à cette époque-là. Ah, mais c'est lourd, ça, Jean, par exemple. Mais c'est la grande époque noire, moi, je dirais. En fait, ce que je vois, mettons que je décrirais une scène, c'est Yannick dans un grand pit noir avec d'autres jeunes qui ne l'aiment pas, qui détestent, qui se fait tirer les cheveux, qui se fait même arracher les cheveux, avec un Yannick qui lève la main, puis mes parents qui sont là au-dessus du précipice, puis qui ils me tendent la main, puis qui essayent de m'aider, mais qui ne sont pas capables. C'est lourd ce que je te dis, mais en même temps, c'est ce que je compte aussi dans mes conférences, que l'enfance, pour moi, ça n'est pas un moment plaisant de ma vie. Puis c'est drôle parce qu'il y en a plein que pour eux, c'est wow, ouais, je me rappelle, quand on était petit, c'était tellement facile, il y avait tellement ci, il y avait tellement ça. Moi, l'enfance, même voir le primaire, ça n'a pas été... On peut parler de l'enfance à l'école, ça n'a pas été une partie de plaisir, puis c'est un peu comme ça que je le vois. C'est l'époque noire. Mm-hmm. Ça commence mal, désolé, mais c'est pas une tragédie, là. Tu sais, là, ça finit quand même bien, là. Ça va bien, là. J'ai quand même un beau sourire au visage en ce moment, là. Ouais, ça commence comme ça, ça commence de même. Mais c'est de même, hein? C'est de même, c'est de même. Je veux dire, tout le monde aimerait que ça aille bien tout le temps, puis j'aurais tellement aimé, Yannick, que ton enfance soit belle et heureuse. Ah oui. En même temps, je pense que t'as su, justement, prendre cette époque-là, puis la rediriger vers des choses complètement que moi, je pourrais pas accomplir. Quel lien que toi, tu peux connecter avec un jeune en difficulté, j'aurais pas le même impact à cause de ce que tu as vécu. Fait que c'est jamais une bonne idée, j'aurais jamais souhaité que tu aies ça, mais le fait que tu aies réussi à le transformer, à le recanaliser vers quelque chose de positif, pour moi, c'est ça. Moi, je suis tellement reconnaissant, tu sais, quand je m'en vais, moi,
mon gros payday, là, quand je suis vraiment content, là, puis que j'ai une journée de paye, c'est pas c'est pas l'argent que je reçois après une conférence, c'est le fait que quand je reçois mon premier téléphone, là, je sais que je vais avoir une conférence. Là, les conditions qui fait que je vais être heureux, là, c'est quand je vais être dans un endroit là où ce que il y a de la misère. Là. Ça a besoin d'aide. Là. Ça va pas bien, là, tu sais. Quand on m'appelle et qu'on me dit ça va être dans une maison des jeunes vraiment, vraiment loin, puis il va y avoir peut-être 15-16 personnes, gros max, même 9-10 personnes, puis que là, on sait pas trop comment t'accueillir parce que là, ben tu sais, c'est une petite maison un peu style taudis, mais on reçoit du monde, blabla. Moi, je suis juste content, là. J'ai juste hâte, là. Tu sais, c'est pas... tu sais, des fois, ils sont mal à l'aise de m'appeler, puis y a-tu quelque chose qu'on pourrait... Donne-moi une chaise, un tabouret, puis je vais amener ma bouteille d'eau, il y en aura pas de problème. Puis j'arrive là, puis plus c'est taudis, moi, plus je suis content, parce que j'arrive là, puis il y a comme une symbiose qui se crée à ce moment-là, parce que quand je les regarde dans les yeux, il y a comme une connexion de OK, toi aussi, tu l'as mangé à claque, là, tu sais. Ça fait du bien quand même de se sentir compris. Surtout dans, tu sais, on va parler d'époque aujourd'hui, mais même, il y a toujours eu de la misère, il y a toujours eu des gens qui ont vécu des choses, mais je trouve que dans cette époque-là de post-Covid, voire encore dedans, les jeunes ont besoin d'aide, ont besoin d'écoute, puis les choses qu'ils vivent sont vraiment pas faciles. Fait que, ouais, non, ça fait du bien. Parfait, on change de saison. Maintenant, on tombe dans... Là, on a parlé un peu là, de commencer à rêver. Fait que là, je veux parler un peu de tout de suite après cette époque-là. Là, un moment donné, au secondaire, tu as décidé de couper le câble. Ça y est, je me permets de rêver, je me permets d'aller avancer vers la personne que je veux devenir. Ouais. Puis là, je pense que c'était une époque pour toi avec beaucoup de projets, beaucoup d'apprentissage. Je veux que tu me parles de cette saison-là qui est probablement la fin de l'adolescence, le début de jeune adulte. On pourrait l'appeler le chapitre de la révélation, tout simplement, de se rendre compte qu'il y a des gens qui t'aiment, des gens qui veulent t'aider, des gens qui t'encouragent. Puis ça, c'est tout c'est un moment qui peut arriver dans la vie de n'importe qui, à n'importe quelle époque de sa vie, où j'étais pas capable de laisser entrer ce bonheur-là, où les gens qui m'aimaient, les gens qui croyaient en moi, les gens qui voulaient devenir mes amis, les vraies bonnes personnes pour moi, à cette époque-là, parce que j'arrivais justement d'un monde où que tout le monde me détestait dans ma tête et dans ce que je vivais aussi. Et là, ça a été la grande révélation en secondaire 4, en secondaire 5, ça a été le spectacle qui a fait que je me suis vraiment réveillé puis que j'ai fait comme wow, OK, il y a quelque chose qui se passe, je suis capable de faire des choses, j'ai osé, je me suis permis, je l'ai fait pour moi, j'ai enlevé le côté de peur du jugement des autres qu'on vit tout au secondaire puis que c'est vraiment c'est fou à quel point on accorde l'importance à ce que les autres pensent de nous, comment qu'on devrait s'habiller, qu'est-ce qu'on devrait porter, etc. Puis une fois qu'on se rend compte de ça, ben on peut oser au maximum jusqu'à temps que ça fasse plus de sens, puisque je l'ai déjà fait, et là faire comme OK, ça c'est mon max. Ça ressemblait à quoi ton maximum? Tout ce qui est avant, je te dirais, je suis pas allé jusqu'au bout, mais tu sais, mettons ça c'était pas au secondaire, mais à Jeune Chambre de commerce, à un moment donné, je me suis permis, j'étais arrivé, j'avais comme une chemise super flyée avec un nœud papillon en or avec une calotte bleue, genre des expos, je pense, sur le bord de la tête. Tu sais, vraiment de quoi, là, de péter raide. Puis quand je suis rentré, hey, c'est Yannick, je suis content de t'avoir. C'était comme, tu sais, c'est pas ce que tu portes, c'est qui tu es, au final. Fait que, tu peux oser de la faire tant aussi longtemps que toi t'aimes ça puis que t'es bien avec ça, tu sais, des fois, j'ai des questions à quel âge on peut commencer à faire ça ou à faire ça? À l'âge que tu es prêt à le faire et que tu l'assumes, là, aussi simple que ça. Mais ouais, à cette époque-là, c'était vraiment la révélation, le moment de grâce qui a fait comme bon là, je suis tanné de vivre dans l'ombre de tout le monde, puis de donner l'impression aux autres que je suis vraiment quelqu'un qui est tout. Je veux pas être ça. C'est pas le genre de personne que je veux être. Puis boum, je chante une toune. Sur une scène, je me rappelle. Puis boum, ça a explosé. J'étais bien content. Puis tu sais, j'avais les mains dans les poches. Je regardais par terre. J'étais gêné au bout.
Je l'ai faite pour moi. Là. Mhm. Prochaine saison, j'ai envie de t'amener dans l'époque où je t'ai connu avec tellement de projets en même temps. Tu sais, conférence qui déjà, juste en soi, hein, occupait beaucoup d'espace. Ouais. En plus, ton studio de création, tu donnais des cours de chant aussi, tu donnais des spectacles aussi. À un moment donné, il y a eu Monsieur C, tu faisais des capsules sur le whisky. Ouais. Puis là, à gauche, à droite, il y avait 1000 projets en même temps. Là. Ouais. Parle-moi de cette époque-là. À l'époque de l'explosion, de la start-up, en fait, puis ça a commencé, tu sais, il y a toujours une pré-start-up qui, pour toi, est une start-up, mais aux yeux des autres, il y a personne qui le voit. Et ensuite, souvent, ça dure 2, 3, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Moi, ça a duré vraiment 5 ans où ce que j'ai mangé du beurre de peanut, pas compliqué, puis que ma chambre d'appartement, ben c'était aussi mon bureau. Je me rappelle ouvrir ma porte de garde-robe pour ouvrir mon lit, gonfler mon lit, dormir, me lever le matin, dégonfler mon lit, le ranger dans la porte de garde-robe parce que j'avais les studios YC que personne connaissait à part peut-être une poignée de personnes à Québec, que c'est pas comme ça que ma compagnie s'appelle. Tu sais, ma compagnie s'appelle YCCO, YCCO, mais avant c'était les studios YC. Je faisais genre de la peinture, je donnais des cours de chant, je faisais de la photo. J'étais assis à mon, puis je travaillais dans un Vidéotron, un super club Vidéotron, tu sais. J'avais ça comme job sur le side, puis j'ai juste lâché ma job à un moment donné du super club Vidéotron, je me suis lancé à temps plein. Je me rappelle être assis dans mon bureau, me sentir big shot, mais le téléphone sonne pas pantoute, puis me dire bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça c'est la pré-explosion. Puis ensuite, ben là, justement, il y a eu l'explosion où je suis allé chercher de l'aide, Carrefour Jeunesse Emploi, etc. Où ce que je me suis inscrit dans différents projets pour recevoir un peu d'aide du gouvernement, pour se lancer en entreprise, etc. Vous pouvez le voir justement dans un de mes cours en ligne que je donne au campus Rame de Foi, que vous pouvez vous enregistrer quand vous voulez, by the way, que je parle un peu de ça, des b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Et là, ben là, j'ai plusieurs entreprises. J'ai une entreprise qui fait des conférences, une entreprise qui fait de la musique, donc je fais pas juste faire des shows, je fais aussi en booker pour d'autres artistes, etc. J'ai une compagnie de vidéos, donc je fais des vidéos pour les jeunes artistes qui se lancent sur les plateformes comme YouTube, etc. J'ai comme trouvé un petit créneau où les artistes veulent avoir un vidéo promo, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Fait que là, moi, j'essaie de trouver une façon que moi, je fasse un peu d'argent, puis que eux, ça leur revienne vraiment pas cher. Donc, j'ai une compagnie comme ça. Je continue à faire des conférences. Puis là, Monsieur C arrive, où ce que là, je fais des capsules sur le whisky et je fais aussi plus de corporatifs. Donc, tout explose, mais les gens sont comme mélangés. Fait que ça a été à moi de trouver cet équilibre-là de quand je parlais de tel business, de quand je parlais de tel business. Fait que il y a une partie de Québec qui me connaissent plus comme Monsieur C, puis souvent on m'appelait Monsieur Bourbon. Monsieur Bourbon, même Monsieur Cocktail à Québec, à un moment donné, il a dit « Oh, c'est Monsieur Bourbon », tu sais, parce que ça se ressemblait pas mal, tu sais. Mais tu sais, il était bien content. Puis il y a une autre partie de la ville de Québec qui me connaissent plus comme musicien, comme lui il y avait un projet qui s'appelait Co-op, justement, qui était d'aligner plusieurs artistes de la ville de Québec pour faire des vidéos ensemble, des covers. Mais à la base, c'était simplement une façon que tous les musiciens de la ville de Québec se rencontrent à un même endroit, connectent, fassent un peu de PR, fassent un peu d'entrepreneuriat, parce que au final, tu t'en vas en musique, tu vas faire ton bac en musique, mettons. Il n'y a pas une fille d'artiste qui se dit « Hey, moi, je vais devenir entrepreneur dans la vie. » Non, moi, je veux faire de la musique. Mais t'as pas le choix d'être un peu entrepreneur quand tu fais de la musique. À moins que tu te retrouves prof de musique. Tu sais, c'est un ou l'autre, là. Puis c'est ça. C'est de retrouver cet équilibre-là. Puis un peu, on en parlait pré-vlog, ben, le mind mapping m'a beaucoup aidé à mettre de la structure et à savoir à qui je parle de quoi, à quel moment. Et c'était quoi le but précis. Puis pour finir cette époque-là, ben le fait que j'ai gagné le prix justement jeune personnalité d'affaires dans mon domaine,
c'est qu'à un moment donné, un Big Shot de Québec qui lui faisait partie des juges puis qui disait « Tu trouves pas que c'est un peu compliqué ton affaire, c'est un peu mélangé, tu devrais pas juste te diriger dans une chose, mais semble que ça serait plus clair, tu pourrais augmenter ton chiffre d'affaires, blablabla. » Puis j'ai dit « Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. » C'est parce que quand on engage Wysico, peu importe pour quelle affaire, on n'engage pas Wysico, on engage Yannick Côté. Yannick Côté, on sait pourquoi on va l'engager au moment où on va l'engager. Fait que ça, c'est mon affaire. Je vais te le structurer pour toi. Là, tu as besoin de savoir c'est quoi les entreprises que j'ai. Comme là, on en parle, toi puis moi. Mais je sais exactement comment structurer et diriger mon message au moment de le diriger. Tout le domaine scolaire me connaît comme Yannick Côté, conférencier jeunesse. Il y en a une couple qui écoute ce que je fais comme musique, mais il y a personne qui connaît Monsieur C dans le domaine scolaire. Parce que ça n'a pas sa place non plus. Tu comprends? Sur quelle plateforme aussi je vais le diriger. Mais ça prend plusieurs chapeaux, ça prend une structure, puis ça donne que moi, j'aime ça faire ça comme ça, tu sais, puis que je suis capable de le faire aussi. Puis c'est le fun que tu aies appris à faire ça bien, puis à côté de toi que je connais, que souvent t'en as parlé même, t'en as fait des capsules, des conférences, je pense aussi, là, sur le TDAH. Oui. Fait que c'est le fun de voir que, hey, t'es quelqu'un à la base pour qui l'attention c'est difficile, oui. Mais t'es aussi une personne très disciplinée de ce que je connais de toi. Quand t'embarques dans quelque chose, tu focuses. Pas le choix. Jusqu'au bout. Pas le choix. Puis c'est ça aussi, d'être professionnel, d'être entrepreneur, c'est le souci du détail, le souci de se soucier de ton entreprise, y prendre soin, d'être soigné dans ce que tu fais, parce que c'est sûr que inévitablement, il va y avoir quelque chose qui va chier, il y a quelque chose qui va mal se passer, il y a un détail que tu oublies. On oublie tous, on est humain. Mais en effet, mon TDAH fait que j'ai pas le choix d'être structuré. Si je le suis pas, ça va être le bordel total, parce que ça l'est déjà dans ma tête, puis dans la tête de bien des TDAH, parce que ça va tellement vite. Mais c'est de bien se connaître là-dessus, puis de mettre une structure. Et de comprendre la structure des autres. Parce que des fois, ça va vite dans ma tête, je le pitch, puis là, à un moment donné, je fais comme, je vois que l'autre personne n'est pas rendue au même bout où ce que je suis rendu. Mais je te dirais qu'avec les jeunes, ça marche beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup que eux, c'est comme, surtout avec la génération qu'on a aujourd'hui, j'ai pas le temps de niaiser. Tu peux-tu m'expliquer ça en 30 secondes, histoire que... Fait que toi, dans le fond, t'as un PhD, un doctorat. Mettons en une phrase, pourrais-tu comme me donner comme tous tes 9 ans d'expérience pour avoir ton... Oui, s'il te plaît, tu sais. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais avec les jeunes, ça marche bien parce que ils ont un peu cette naïveté-là que tu peux tout catcher en moins de 2, là, tu sais. Fait que c'est ça un peu... le TDAH. Ouais, mais c'est bon parce que tout le monde qui a pas de TDAH, moi j'en ai pas, je me rends compte que souvent j'ai laissé ça de côté pour moi la structure parce que justement je me pensais bien organisé dans ma tête. Oui. Mais ça finit toujours par me rattraper pareil. Ah, je l'entends tellement celle-là en plus, Jean, là. Mais oui. C'est débile. Parce que TDAH ou non, il faut se structurer. Toi, t'as pas eu le choix. Tu l'as fait tout au début. Moi, j'avais le choix. Je l'ai pas fait, mais il a fallu que je le fasse à un moment donné, là. Sinon... Mais peut-être que c'est à cause du fait que... Puis tu sais, là, je parle au travers de mon chapeau. Je fais juste lancer l'idée que l'espèce d'aspect qu'on va à l'école, il y a toujours le maître-élève et qu'on continue ensuite dans une job où il y a toujours boss et employé. Puis on fait continuer ça, puis à un moment donné, on se dit « Hey, j'aurais peut-être le goût de me lancer en affaires avec moi-même ou juste d'entreprendre quelque chose par moi-même sans avoir de boss à l'extérieur des heures de travail. » Puis c'est pas obligé d'être quelque chose qui est rémunéré, là. Tu sais, je sais que vous autres, votre Inspire X, c'est une démarche entrepreneuriale, mais c'est super ouvert sur la démarche individuelle de chacun, ce qui est fantastique. Mais juste ça prend une structure, Jean. C'est ça qui est fou. Puis là, on est habitué de se faire structurer, de se dire c'est comme ça que ça fonctionne, on a beau lire des livres, tout ça, mais je veux dire, avoir un enfant, c'est le meilleur exemple de il faut que tu te structures, mais tu auras beau lire n'importe combien de livres, ton enfant, il est pas pareil que tous les autres. Fait que ça va être différent à chaque fois. Mais ça, c'est parce que t'as pas le choix, c'est une obligation. Mais en effet, moi, ça m'a beaucoup aidé là, de me structurer. Là, ouais. Puis c'est là que je t'amène aussi, dans le fond. Pour moi, la prochaine saison, puis ça a été ça pour moi aussi, c'est COVID, enfant. Tu sais, pour toi, c'est presque arrivé en même temps. Hein? Joseph, il a quel âge maintenant? Là? Il y a 3 ans.
3 ans. C'est ça. Tabarouette. Un bébé Fait que, COVID. ouais, fait que ça a dû être toute une époque, ça. Un jeune papa avec, on se souvient, là, justement, des projets, la vie entrepreneuriale, tu sais, c'est une vie qui, quand même, c'est ça, c'est pas du 8 à 4 nécessairement, avec, c'est ça, ça demande beaucoup d'énergie, bref, beaucoup de temps. Ouais. Puis là, un bébé, ça change toute la donne. Moi, ça l'a fait, en tout cas. Je sais pas, toi, qu'est-ce que ça l'a donné, cette époque-là? Complètement. Tu sais, on peut ouvrir le sujet, on peut parler de postpartum aussi. Moi, je pensais d'être quelqu'un super prêt. En fait, ça a été vraiment comme, je pourrais peut-être dire, un revirement de situation, une explosion cataclysmique qui s'est passée pour moi. J'ai pas peur d'en parler. Moi, j'étais vraiment prêt. Je me dis, bon, cool, je me suis réalisé professionnellement, ça va bien. Je suis prêt à avoir un enfant. On met ça sur papier. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de très structuré. Mon mariage s'est structuré juste avant que je demande ma conjointe. Puis c'est drôle, tu sais, j'ai comme tout mis en clair. Elle savait pas que j'allais y demander parce qu'elle pensait jamais qu'on se marierait. Puis là, j'ai fait bon, ben ça, si ça marcherait comme ça, ben d'accord, je sors l'anneau, puis oui, on se marie. Fait que tu sais, pour l'enfant, ça a été pareil. J'ai dit, je sais que pour plusieurs qui nous écoutent, doivent se dire, mais il est cinglé, ça. Il est cinglé. J'ose pas le dire. Non, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je veux dire, habituellement, tu sais, un mariage, un enfant, tu sais, c'est comme, tu fais ça comme ça par amour. Des fois, ça peut arriver comme une petite, tu sais, c'est pas quelque chose que tu as planifié. Ben, moi, c'est comme ça. Tu sais, j'ai dit, bon, je suis prêt. Moi, je suis vraiment prêt. Je trouve que c'est une bonne idée. Allons-y, go. Puis, ma conjointe tombe enceinte et, boum, j'avais hâte. Et là, boum, tout arrive en même temps. La COVID, l'enfant. Finalement, tu sais, l'accouchement s'est pas passé comme prévu. Fait que là, c'est moi qui s'occupe de l'enfant au début. Ça a été comme vraiment une époque où tout a recommencé. Fallait tout que je réapprenne. Parce que j'étais plus au contrôle de ma vie. Comme entrepreneur, je me faisais des mind mapping, j'avais des listes, mon homme, de choses à faire. J'étais focus en tabarnouche. Je savais où ce que je m'en allais. Et quand j'entreprenais quelque chose, j'étais aussi reconnu à Québec pour, si j'appelle Yannick, puis j'y passe un projet, ça va se passer en tabarnouche, tu sais, puis ça va y aller. Là, c'est comme, je suis désolé, va falloir que tu changes ma couche, puis tu peux rien faire d'autre. Je suis désolé, mais le peuple s'en va tout en confinement, ça se passe comme ça. Je suis désolé, mais à partir de maintenant, tu n'as plus d'emploi. Oh là, ça a comme, tu sais, le fameux vendredi 13 que plusieurs personnes à qui ça a affecté. Pour d'autres, ça n'a pas affecté. Moi, j'ai été content et choyé et vraiment, là, je suis reconnaissant de faire partie d'une famille où un des deux dans le couple, ça ne l'a pas affecté au niveau financier. Moi, ça l'a complètement, tu sais, les écoles ferment et il n'y a plus de musique. C'est terminé, là. Il n'y a plus d'argent qui rentre, c'est zéro, tu sors tout de ton compte en banque, puis tu fais comme, j'espère que ça durera pas longtemps, parce que j'ai tant de fonds, puis là, ça m'amène jusqu'à telle date. Et la date arrive de plus en plus vite, et là, ça arrive, et là, 1 an passe, et là, d'essayer de me trouver quelque chose de plus réaliste, de plus structuré, d'avoir un job. Parce que c'est pas juste de retrouver une job, c'est de retrouver une job avec un nouveau bébé, là. Oui. C'est ça, parce que c'est déjà difficile de dire, OK, là, hey, t'avais déjà le vent dans les voiles, ça roulait, pouf, il n'y a plus rien. Quelqu'un pourrait juste vivre ça puis capoter ben raide. Bing bang! Et, oui. Vas-y. Et tu peux avoir une belle vie bien standard, bien en sécurité, et juste avoir un enfant, et bang, tu frappes un mur aussi. Là, toi, t'en avais des deux bords. Mais c'est drôle parce que là, on en parle, puis à toutes les fois, je me sentais pas normal, mais j'étais comme, voyons Yannick, Caroline, genre, je peux pas, il y a plein de monde qui ont des enfants. Calme-toi le basic, là, tu sais, t'es capable de t'en sortir. Mais c'était difficile, là. J'avais beaucoup de misère, mais j'ai été choyé d'avoir mon guitariste avec qui on faisait, tu sais, on faisait des fois du 3-4 soirs semaine, puis en plus des conférences que je faisais, ça allait très bien, tu sais, je veux dire, je faisais au-dessus de 80 à 100 conférences par année, puis je faisais peut-être 150 à 200 shows par année. Tu sais, ça roulait bien, j'étais capable de vivre de ça. Tu sais, je fais partie de ces
rares personnes-là qui sont capables d'en vivre sans nécessairement être connus comme des artistes super connus, là, tu sais, qui passent à la radio, etc. Et là, ça, tout arrive, j'ai eu la chance d'avoir mon guitariste qui, lui, on s'appelait à tous les jours. Juste pour jaser, juste pour ventiler, juste pour parler de cet hiver noir qu'on allait passer ensemble. Ça m'a vraiment fait du bien. Et de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un de différent. Je me rappelle, je m'étais fait ce contrat-là avec moi-même, puis je pense que tu t'en rappelles un peu, on avait eu comme un moment à un moment donné où on avait discuté sur les médias sociaux, puis je voulais juste comme appeler quelqu'un de différent tout le temps. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le temps d'appeler du monde qui avait vécu la même réalité que moi, un autre guitariste dans le monde de la musique. C'était surtout des gens qui avaient vécu ce genre-là, donc du monde issu de la musique, du monde issu du show business, etc., qui pouvaient plus nécessairement en vivre en ce moment, qui étaient sur le chômage, du monde de la restauration aussi. Puis on s'appelait, puis ça faisait juste du bien. Parce que c'était comme la soupape de on s'évade un peu de ce qui se passe. Hey, t'as-tu vu la conférence de presse? Ouais. Et là, on se met à jaser. Ça a vraiment fait du bien. Mais c'est drôle que tu poses la question là, en ce moment, Jean, parce que là, je me sens normal. Je me sens juste comme, au final, c'est normal que t'ailles comme toasté, là, tu sais. Mm-hmm. Puis pour ceux qui nous écoutent en ce moment puis qui se disaient, justement, comment ça se fait que tu sais, que ça, c'est normal. Tu sais, c'est pas normal qu'on a vécu. Fait que c'est normal la réaction qu'on a eue, ça va aller, là. Mm-hmm. Puis c'est d'en venir à l'évidence que on n'est pas des super-héros, on est tous justement vulnérables et la vulnérabilité est allée vraiment comme à son plus bas, à son plus haut degré où ce que là, je me suis trouvé un emploi. Et là, ça a été d'essayer de trouver un emploi qui me permet de me réaccrocher pour aller rechercher un peu une deuxième vague, mais une deuxième vague positive d'entrepreneuriat, là, en quelque sorte. Mm-hmm. Projet. Puis quand tu parles d'emploi, là, tu sais, je sais qu'à cette époque-là, là, t'as commencé à enseigner aussi. Ouais, en fait, j'avais toujours une petite charge de cours sur le côté. L'enseignement, la pédagogie, c'est toujours quelque chose qui me passionne parce que, je veux dire, dans mes études, j'allais chercher un bac en enseignement. J'ai en enseignement de la musique. Faut bien le préciser parce que en ce moment, tout le monde me dit pourquoi tu t'en vas pas en enseignement? Toujours bien juste un prof de musique par école. Ça, faut pas l'oublier. C'est souvent le nerf de la guerre. À toutes les fois, je dis j'ai un bac en enseignement. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y. En musique. Ça, faut pas ce petit truc-là. Puis c'est ça, tu sais, je m'en allais où avec mes skis? Je viens de perdre le fil, Jean. Ah, mais tu disais que t'étais toujours intéressé à la pédagogie parce que... Oui, c'est ça. Fait que je gardais un cours par session. Donc, j'avais peut-être une avant-midi par semaine où ce que j'avais un groupe à moi, que je montais mon cours. Tu sais, imagine, là, j'avais pas une grosse charge. Là. Moi, j'avais une grosse charge mentale de passion à expédier à mes jeunes. Puis j'arrivais, puis là, les jeunes étaient là, puis ils venaient d'aller voir des cours, puis tout ça. Puis ça va se passer, guys. On a 5 heures ensemble en way, tu sais. Puis j'avais un cours par session. Ça m'a permis un peu de garder cette flamme-là à comparer, mettons, des professeurs qui ont une charge de cours de 20, 25, 30, voire 35 heures parfois, puis que ça peut être très lourd, parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui c'est vraiment, c'est une vocation, c'est quelque chose qui est vraiment gros, puis qui peut être lourd à long terme, puis de me garder cette petite charge de cours-là. Mais c'était pas assez pour, je veux dire, un cours par semaine, c'était pas assez pour soutenir une famille, là, puis une maison, puis tout ça. Là. Fait que, voilà. Hey, j'ai envie de te ramener, si tu permets, là, parce que nous autres, quand on a lancé Inspirix, puis la première vague de réaction, quand on a demandé à beaucoup de gens, là, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, qu'est-ce qui te ferait du bien? Mais le plus gros sujet, ça a été la parentalité avec la vie personnelle, avec la COVID, tu sais, tout ce qui tournait autour de ça, là, ça a été rough pour beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu as... Ouais, vas-y. C'est une grosse question, Jean, puis en effet, c'est... moi, j'ai appris à être un vrai père, un père complet, et j'ai appris à pas me laisser envahir par ce qu'on devrait être comme père, en quelque sorte. Puis à prendre contrôle sur le père que je veux devenir, puis sur pas nécessairement ce qu'il faudrait que je sois
je sais pas sur les médias sociaux, je sais pas si vous voyez ça beaucoup. Tu sais, on va voir des vidéos de pères qui gaffent, qui font des petites erreurs, qui font des petites choses. Puis là, on trouve ça bien cute parce que les papas, ils sont comme ça. Fondamentalement, je suis pas d'accord. Oui, on en fait des erreurs, mais les mamans aussi en font. Mais on voit pas de vidéos comme ça. Parce qu'on a l'image de la maman qui, elle, prend tout en charge, elle pense ça, elle sait c'est quoi une charge mentale. Il y a des papas aussi qui savent c'est quoi une charge mentale. On a le goût de s'améliorer et on veut avoir une place aussi. Et ça a été de prendre ma place en tant que papa qui est capable de s'occuper d'un enfant de 3 ans, de garder un enfant de 6 mois en même temps, de faire une brassée de lavage, puis de faire deux lasagnes en même temps. Je suis capable de faire ça. J'ai le droit d'être capable de faire ça. Puis toi aussi, Jean, t'es capable de faire ça. Puis je suis convaincu que fondamentalement, tu te le dis, je suis un papa comme ça aussi et je suis capable d'être ça. Mais on dirait que nous sommes la première, la deuxième, voire même la première génération de pères qui veut s'impliquer dans le foyer de façon majeure et que ça soit l'équité aussi dans le foyer. Mm-hmm. Et de prendre je sais pas comment on le dit en français, mais le empowerment, pas juste en entrepreneuriat, de le prendre dans le foyer, ce rôle-là, assumé de père vraiment présent et de père du 21e siècle, donne un peu de confiance en soi. Puis ça, là, mon Jean, là, c'est tout ce que ça prend pour te donner, je sais pas comment le dire, de façon pour te donner vraiment du pouvoir sur toutes les autres choses que tu vas entreprendre. Si je suis capable de garder un bébé de 6 mois, de m'occuper de mon fils de 3 ans, de starter une brassée, de faire 2 lasagnes, puis de penser que le lendemain, on a un cours de piscine et qu'il faut y aller. Si on est capable de tout faire ça, on est capable aussi, sur le côté, de prendre un moment pour nous, de le planifier, puis de se starter, je sais pas moi, quelqu'un qui veut écrire un livre, peu importe, un projet pour nous, qui va être ambitieux, mais qui va porter fruit à long terme, qui va nous donner vraiment quelque chose de bien. Donc, je trouve que cette image de père un peu lâche, je trouve que c'est pas valorisant, ça nous donne moins de confiance, puis ça nous donne juste le goût, pas nécessairement d'abandonner, mais de dire comme « Ah ben, tu sais, tous les papas étaient comme ça, moi aussi je vais être comme ça », puis ça donne pas justement ce mot-là, l'empowerment sur qui nous, on peut être en tant que papa, en tant que couple équitable, que les deux ont une charge mentale, qui sont capables de penser à bon, c'est quoi qui va avoir sur la table la semaine prochaine? C'est quoi je sais pas moi, c'est quoi qu'est-ce qui reste dans le frigo en ce moment? De faire toute la gestion des départements de la maison. Ben, on est capable de le faire autant dans le foyer. Fait que ça m'a comme ordonné un peu comment je pourrais dire ça, ces muscles-là que j'avais avant d'avoir un enfant. Mm-hmm. Je suis pas en train de dire que je gère ma famille comme je gère mes entreprises, mais ils ont un point commun. Ce point commun-là, c'est les passions. Puis je suis passionné par ma famille, je suis passionné par mon garçon, mais je suis surtout passionné par comment on est capable, au contrôle de notre famille. Puis ça m'amène de la confiance, autant de ce que je suis passionné par mes entreprises. Tu sais. Mm-hmm. Ouais, si j'avais à décrire, c'est vraiment ça, Yannick Côté. Qu'est-ce que t'en penses, Jean? C'est de la passion. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis, puis vois-tu, je suis de ceux, moi, que dans l'identité de entrepreneur, l'identité de papa à la maison, j'étais en lutte comme si j'étais pas à la bonne place au bon moment. Si j'étais à la maison, je suis pas en train de m'occuper de mes entreprises. Si jamais je suis en train de travailler, je suis pas à la maison. Puis j'étudiais à travers ça en même temps. Fait que quand j'étudiais, j'étais pas avec mes amis. Quand j'étais avec mes amis, je laissais ma blonde toute seule, tu sais. Il y avait un problème, je pense, puis là, de la façon que tu le nommes, c'est comme ça que j'ai envie de le nommer. Pour moi, là, il manquait d'assumer complètement mon rôle. Là. C'est comme, hey, ma situation, là, c'est que je suis un papa présentement. Là. Je vais le vivre à fond. C'est vrai que je suis pas en train de travailler comme je voudrais, mais là, je suis un papa. C'est la saison papa pour moi. Ouais, exactement. D'embrasser ce rôle-là. Puis je veux dire aussi, tous ces moments-là sont pas nécessairement obligés d'être longs ou plus, tu sais, oui,
quand tu parles, mettons, là, quand je suis pas là, je suis à un autre endroit, on se planifie une fin de semaine complète où qu'on est juste entre boys, ou qu'on est juste entre famille, ou qu'on est juste dans notre entreprise. Les moments sont beaucoup plus rares, mais on va juste les chérir beaucoup plus longtemps. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, tu sais, quand ton enfant est jeune, moi, je suis là en ce moment, là, peut-être plus quand il avait 2 ans, tu sais, quand ton enfant, il dit, « Hey, papa, viens jouer avec moi là, faut que tu joues avec moi là, t'as pas le choix d'y aller là. » Puis là, tu fais comme, « Hey, dude, je suis tellement en train de faire, genre, à manger, là, je peux-tu y aller après? » Mais dans le cerveau de l'enfant, parce que, je veux dire, étant un papa du 21e siècle, je suis allé à des cours de bougeotte et placotine où j'étais le seul papa, mais de plus en plus, il y en a, tu sais. By the way, au cours de piscine, c'est juste des papas qu'il y avait, hein, by the way. Mais tout ça pour dire que ce 5 minutes-là que tu vas passer avec lui, mais en fait, ce moment-là que tu vas passer avec lui va durer 5 minutes. Mais pour lui, ça va avoir été, « Hey, ce soir, j'ai fait ça, c'était malade mental. » Mais son 5 minutes à lui valait peut-être 2 heures. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça aujourd'hui? Tu sais, moi, je sais qu'à toutes les semaines, j'ai une journée dans la semaine où je rencontre des amis, un peu comme toi, Jean, les lundis soirs, je pense que vous vous rencontriez. C'est là qu'a germé Inspire X. Ça en est sorti quelque chose d'extraordinaire, mais que ce moment-là, il était tellement précieux et complet. C'est de se le permettre aussi, mais de pas laisser rentrer toutes ces autres préoccupations-là que, ah là, pendant que je fais ça, je suis pas en train de gérer ça, puis patati, puis patata. On a le droit aussi, là, tu sais. Ah ouais. Puis on a tellement besoin de cette bulle-là, je pense, justement pour cultiver les passions. Les passions, c'est un de tes sujets, je pense, là, tu sais, c'est ce qui t'a permis de sortir de ta bulle, les passions. C'est comme ça que tu accroches les jeunes, je pense, à l'école, en développant leurs passions. Dis-moi, dans la dernière année, c'est quoi tes passions, là? C'est quoi les passions qui t'amènent maintenant, là? En fait, cette année, je redécouvre tout ça. Parce qu'un peu, comme je te dis, un postpartum vient avec une genre de mini-dépression aussi. Puis faut pas être gêné aussi d'en parler. Il y a plein de gens qui vivent ça. Dernièrement, il y a un documentaire qui est sorti à la télé par rapport aux mamans qui avaient eu des postpartums. Il y a des papas aussi qui peuvent vivre ça. Moi, j'en ai vécu un. Ça amène une dépression. Ça amène une perte de passion aussi. Ça amène tout un peu ce côté qui est plus... un genre de châle on voit plus rien, c'est flou. Notre vision du monde, notre vision de la vie est un petit peu floue. Mais là, je suis en train de redécouvrir ça. En prenant contrôle, comme je vous ai dit tantôt, en devenant comme, je m'assume comme papa, je prends confiance en moi là-dessus, mais je redécouvre un peu tout ce côté-là, la musique, j'ai recommencé à écrire, recommencé à composer des chansons. Je pensais jamais de ma vie recomposer de la musique, réécrire des paroles, me relancer là-dedans. Je me disais, ben voyons donc, je suis bien trop vieux pour tout ça. Mais je veux dire, on s'entend, il y a plein d'artistes qui ont commencé même à 40 ans leur carrière, tu sais. J'ai recommencé à composer, j'ai recommencé à dessiner, à faire de l'art, parce que profondément, j'ai commencé artiste et je veux mourir artiste. Je veux pas finir d'être un artiste. Je veux pas qu'à un moment donné, la vie m'amène à un point de me dire je ne suis plus un artiste. Ça, j'ai appris que je me le refuse fondamentalement. Jean, t'es quelqu'un en forme, t'es quelqu'un qui a toujours été attiré par... on parle des arts martiaux, je sais que t'as un passé par rapport à ça, mais t'es quelqu'un d'actif, t'es quelqu'un que je pense, la santé physique est quelque chose qui est ultra importante pour toi. Je pense que tu vas mourir en santé, tu sais. Comment je pourrais dire ça, tu sais? Ça sera pas à cause de la santé, ça va être à cause de la vieillesse. Moi, c'est vraiment ça. On est rendu à un âge, puis peu importe à l'âge que vous êtes rendu à la maison, où ce que moi, ma décision, ça a été, je veux mourir artiste. Fait que je me redécouvre là-dedans, dans la musique, dans la composition, dans l'art. J'ai recommencé à dessiner, à créer, à écrire, à me tenir en santé artistique. Donc, c'est vraiment là où j'en suis en ce moment. Je réexplose, en quelque sorte. Wow! J'ai tellement hâte d'entendre ça, parce que j'imagine, ça va être teinté. Tu sais, en tout cas, les paroles que je connais de toi qui a été écrites, tu sais, on est toujours teinté, hein, parce qu'on a vécu, là. Ouais. Puis là, j'ai l'impression, justement, qu'il y a eu des nouveaux chapitres, là. Tu sais, là, il y a clairement un nouveau Yannick Côté, là. Oui. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Moi aussi, j'ai bien hâte! OK, c'est cool. Hey, un des thèmes là, de ce qu'on veut apporter aux gens, là, c'est de être capable de rester inspiré, parce que tout le monde l'a difficile. La COVID a fait ça aussi.
on veut être capable de se reconnecter à ce côté-là créatif, à rester inspiré pour, ultimement, créer un monde meilleur, soit à l'intérieur de soi, dans comment je me sens, ou bien pour quelqu'un d'autre, ou juste à plus large projet, là. Toi, comment tu vois ça? Comment tu crées un monde meilleur ou comment tu voudrais créer un monde meilleur? Moi, j'ai une phrase pour toi, là. Mais c'est par rapport vraiment... Avant, j'étais vraiment quelqu'un qui... je suis encore quelqu'un qui veut sauver le monde, qui veut sauver les gens, mais je me suis concentré sur les conférences. Yannick Côté, les conférences Yannick Côté, ça va être un jeune à la fois, une écoute à la fois. J'essaierai pas de me pitcher partout parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui vont prendre le message comme « Ah ben là, faut que j'aille à ça populaire, faut que je m'implique dans un organisme, faut que je fasse ci, faut que je... » Non, c'est réussir à garder le focus sur mes ambitions profondes. Puis ça, c'est beaucoup, c'est très dur à faire parce que, surtout aujourd'hui dans le monde des médias sociaux, moi, je me suis rendu compte que je suis très influençable. OK? Je vois un panneau publicitaire de PFK, j'ai faim. Je vois une pub dans le Super Bowl, j'ai vu une pub, j'avais le goût de m'acheter telle affaire. Je suis super quelqu'un qui est vraiment influençable et sur tous les médias sociaux, moi j'essaie de rester le plus au diapason de ce que les jeunes font, parce que je veux vraiment être capable de parler le même langage qu'eux. Donc, oui, je suis sur TikTok, oui, je suis sur Instagram, j'ai pas accroché sur Snapchat, mais je suis sur TikTok au bout et je me laisse beaucoup inspirer par je vois, mettons, du monde qui sont dans le bois, qui ont un chalet, qui ont aussi... j'aimerais ça avoir un chalet. J'aimerais ça partir en road trip avec un genre de char qu'on a tout remodelé en maison mobile. J'aimerais ça faire ça. C'est beau de rêver, là. C'est correct, là. Puis je suis sûr qu'à la maison, il y en a qui se retrouvent, qui font comme genre, j'aimerais ça, j'aimerais tant ça. Ça serait tellement le fun. On dirait que les autres vivent tellement des choses plus le fun que moi. Puis là, t'en parles aussi à la maison. Tu dis, hey, bon, là, moi, puis je te dis des affaires vécues, là. Moi, dans 10 ans, là, je m'accumule de l'argent, là, je m'achète un chalet, là, puis là, je vais pouvoir faire de la chasse puis de la pêche tout le temps, là, puis je vais faire ça à temps plein, là, puis je lâche ma job, puis je fais ça. Est-ce que c'est réaliste? Non. C'est un beau rêve, OK? C'est correct. Mais après, il faut que tu penses à toute la réalité des choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi tes ambitions profondes par rapport à ça? Je veux me réaligner avec la nature. Je veux être capable de passer du temps plus en nature. C'est quoi que t'aimes? C'est quoi tes passions liées à la nature? Est-ce que c'est le hiking? Est-ce que c'est la pêche? Moi, c'est la pêche. Donc, à chaque année, je veux me permettre une semaine de pêche. J'ai combien de semaines de vacances dans mon nouveau travail? Bon, mettons, j'ai 3 semaines de vacances, j'ai 4 semaines de vacances ou peu importe. Mais une semaine là-dedans, là, je veux me permettre à toutes les années d'avoir une semaine de pêche. Fait que là, t'es pas en train de t'endetter à t'acheter un chalet pour aller pêcher. Tu fais juste te planifier une semaine de pêche qui va se passer pour vrai, dans la vraie vie, en réalité. Donc, c'est réussir à garder le focus sur ses ambitions profondes avec des actions concrètes, efficaces, puis pas... Tu sais, c'est le fun d'avoir un rêve là. Moi, je me suis toujours mis une étoile de genre, c'est quoi je veux? Mais au final, c'est quoi ça? Puis d'arriver là, puis d'avoir quelque chose de super concret pour toi qui est réaliste, puis que l'année prochaine, je vais pouvoir te dire « Hey, mon voyage de pêche, c'était malade mental. J'ai pas eu à m'occuper d'un chalet, puis à gérer les gouttières, puis la fosse septique, puis tout ça. » Tu comprends ce que je veux dire? Là, on va tellement rêver, puis avoir comme plein d'idées, puis ça se matérialisera jamais, puis on va juste toujours être déçu de se dire « Bon, je l'aurai jamais, mon chalet. » Mais là, au final, c'est quoi tu veux pour vrai? C'est quoi tes ambitions profondes? C'est quoi ton X? C'est quoi vraiment ton inspiré? C'est quoi vraiment ton... Tu sais, c'est ça, ce que tu veux pour vrai de concret. T'sais. J'ai fait ça pas plus tard que cette semaine, Yannick, ce que tu me proposes là, puis ça l'a fait une grosse différence. Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, là, je suis dans beaucoup de projets. J'ai la broue dans le toupette présentement, parce que là, on a lancé Inspirix. Puis là, tout récemment, ben là, j'ai acheté des parts dans la clinique de physiothérapie dans laquelle je travaille. Fait que là, c'est un deuxième projet entrepreneurial en même temps. Puis j'ai gardé ma job aussi de physiothérapeute. Fait que je fais 4 jours plein de cliniques. Fait que juste ça, ça serait assez, mais aussi on a le rêve de se construire une maison, moi et ma conjointe. J'ai suivi une formation en design de bâtiments écologiques, puis là, ça fait 5 ans qu'on c'est ça, design, qu'on conçoit, qu'on consulte des gens pour réaliser ce rêve-là.
Puis là, au moment où on s'approche du rêve, on dirait que je deviens hyper stressé. Ouais. C'est comme si, c'est ça, on s'approche de ce que je voulais, puis là, je deviens dans un état pas bien. Puis là, il a fallu que je me penche un peu comme ce que tu proposes à, OK, pourquoi je fais tout ça, là? C'est quoi que je veux vraiment à travers tout ça? Puis là, j'ai pris le temps de m'arrêter, de créer une bulle juste pour moi, puis d'écrire. Puis la conclusion de où est-ce que ça m'a amené, c'est dans le fond, là, tout ce que je fais présentement, les projets entrepreneuriaux, je le fais pour aider quelqu'un. Puis je veux avoir cet impact-là d'aider quelqu'un. Ouais. Puis pour ça, il me faut de l'énergie. Il faut que j'aie du temps pour me ressourcer, pour pouvoir donner du temps à quelqu'un. Fait que là, tout ce que je fais tourne autour de ça, mais pour l'avoir, je me donne aucun temps. Je cours à gauche, à droite. Ouais. Fait que là, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, OK, le rêve pour moi, c'est d'avoir du temps en abondance pour pouvoir le donner à des gens que j'aime. Pourquoi je le ferais pas tout de suite? J'en ai du temps. Oui. J'ai une sécurité, j'ai la chance d'avoir ma petite maison ici, j'ai la chance d'avoir une famille, j'ai des amis incroyables. Fait que là, après avoir discuté avec ma blonde, elle m'a proposé, pourquoi tu prends pas une demi-journée par semaine, puis vas-y aider quelqu'un que t'aimes. J'ai comme, oui, dans le fond, tout ce que je fais, puis que je me projetais de, hey, dans 10 ans, là, quand les affaires vont bien rouler, là, puis que la clinique va rouler, va avoir moins besoin de moi, inspirer que ça va bien rouler aussi, je vais pouvoir, là, et, tu sais, me reposer un peu plus, me réénergiser, puis là, je vais avoir du temps. Ouais. Là, je vais pouvoir aller aider quelqu'un. C'est un peu fou, là, comment qu'on pense, des fois, hein. C'est comme, c'est dans 10 ans que j'attendais ça, alors que j'ai l'opportunité de le faire maintenant. Ouais, c'est ça. C'est dans le concret, puis c'est des petites actions. C'est pas... Tu sais, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois, puis c'est pas... Souvent, ça a l'air tellement gros, puis au final, ça l'est pas tant que ça. Ça appartient aux autres de penser la grandeur de ce que ça a, puis ça nous appartient pas. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est quand j'ai commencé à faire les coops, là, les vidéos coop. Au final, c'était moi qui enregistrais des vidéos avec 2-3 caméras sur un trépied avec des chums dans un appartement. Mais quand je mettais ça sur YouTube, les gens venaient me voir, puis hey, c'est ton main big, ton affaire, t'es-tu big shot, tu fais donc bien d'argent. Je faisais pas une scène, je mangeais du beurre de peanut. J'avais de la misère à payer mon loyer. Mais c'était juste par rapport à mes ambitions profondes de vouloir connecter avec d'autres musiciens. Tu sais, toi, ton ambition profonde, c'est de vouloir aider des gens. Ça coûte pas grand-chose faire ça, tu sais. Mm-hmm. Puis au final, l'impact que ça va avoir, puis au final, si tu décides, je sais pas, de partager ça pour donner le goût aux autres, parce que il y a ton mouvement Inspirix, mais c'est d'inspirer les gens à faire ça. Moi, c'est plus par rapport à aller dans les écoles, puis à inspirer des écoles à le faire. Le côté médias sociaux, j'ai embarqué beaucoup là-dedans. J'essaye d'y retourner. C'est beaucoup difficile pour moi parce que moi, je suis quelqu'un vraiment de plus humain dans le personne à personne. Puis, on a chacun nos lots de difficultés par rapport à ça. Mais tu sais, ça me demande quoi dans ma journée. Ça me coûte rien de faire ça, tu sais. Fait que, en effet, c'est fou l'impact qu'on peut faire au final. Pas si grand temps. Là. Ça n'a pas besoin de déplacer tant d'énergie que ça, finalement. Mm-hmm. C'est pour ça que je pense tellement que ça vaut la peine. Tu sais, quand on a une grande ambition, t'as un projet entrepreneurial, prends le temps de t'arrêter, te poser des questions, d'aller chercher des outils des gens qui ont déjà passé par là, qui connaissent les pièges à éviter, qui connaissent, qui se sont plantés comme moi, je me suis planté, comme tu as sûrement dû te planter parce que tu as réussi. Puis avant de réussir, on se plante tout le temps. Ah, man, c'est débile. Fait que, tu sais, la formation que tu offres, le cours d'entrepreneuriat 101, il faut au moins, tu sais, partir de ça, je pense, avant de se lancer dans un projet, parce que sinon, tu risques de passer à côté de la cible. Moi, j'aime ça penser que, tu sais, non seulement atteindre la cible, c'est toujours là-dessus qu'on se concentre. C'est le chemin qui compte le plus. Ouais. Mais quelque chose là, de plus grave que de ne pas avoir atteint la cible, je pense, c'est d'avoir atteint la cible et d'être profondément malheureux d'avoir atteint la cible. Parce qu'au final, c'était pas ça. Ben non. Parce que si au final, c'était, je sais pas moi, de faire 1 million de dollars, au final, l'objectif, c'était, je sais pas moi, d'être connu, d'être ci, d'être ça.
ben, tu sais, tu peux devenir connu demain matin en postant une vidéo de toi qui tombe sur une banane, puis tout le monde va te publier sur Internet, mais ton objectif, il y en avait pas ton objectif est vide de sens. Mhm. Fait que, moi, c'est dans mon cours en ligne, justement, c'est que si je dis, si ton premier objectif au début, c'est de te dire, c'est quoi l'idée d'affaires qui va me faire gagner de l'argent, c'est fini, là. Ça marchera pas. Parce que, un, tu vas te tanner. Parce que, deux, la vraie question, c'est qu'il faut que tu te poses, c'est quoi t'es prêt à faire pour les 5 à 10 à 15 à 20 prochaines années que tu te tannerais pas de faire puis qui va avoir un impact sur toi et sur les autres. Là, ça, au final, ça va-tu te faire de l'argent? Je sais pas. Peut-être pas. Ça va-tu te faire connaître? Je sais pas. Peut-être pas. Mais l'objectif, c'est justement ce que ça va faire comme vraiment le chemin qui est là-dedans, puis ce que ça va créer comme impact. Puis souvent, je trouve que l'ambition puis l'impact, on le mélange beaucoup trop avec la reconnaissance, d'être reconnu, d'être connu, d'être famous, d'être la gloire, la célébrité, parce qu'on est tellement habitué de voir ça, quand au final, c'est pas l'objectif de base, puis c'est peut-être ça que tu penses que tu veux, mais c'est pas ce que tu veux. Parce qu'on en parlait au début de notre discussion. Tu étais en train quand tu me faisais mon note, j'étais comme tabarnouche, c'est vrai que j'en ai fait tant que ça. Mais au final, monsieur, madame, tout le monde, quand je me promène dans la rue, je suis pas Céline Dion, puis il y a personne qui me reconnaît. Puis tant mieux, moi je suis content parce que je peux faire mon épicerie en paix puis tout. Mais ça n'enlève pas toutes les réalisations que monsieur, madame, tout le monde peuvent faire, peuvent créer, puis peuvent avoir un impact réel dans la vie des gens puis dans sa vie à soi-même. Fait que de ne pas chercher la reconnaissance ou la célébrité ou le fait que ou d'aller chercher un chiffre X. C'est sûr que dans une grosse entreprise, on va toujours se donner des objectifs financiers, etc. Mais dans un but d'ambition profonde, de travail sur soi-même ou de travail d'entrepreneuriat social, en quelque sorte, ça devrait jamais être la première chose que tu penses, surtout comme travailleur autonome quand tu te lances. Mm-hmm. Plus tard, on en parlera des chiffres. En effet, il y a de la fiscalité à regarder. Mais quand tu fais zéro, c'est zéro, là, ton chiffre. Là. Ça sert à rien de dire genre je vais faire 1 million de dollars l'année prochaine. Tu sais pas ce que tu vas être. Pense plus à le pourquoi tu le fais. Mm-hmm. Puis tes ambitions profondes par rapport à ça. Mm. Hey, c'est vraiment cool. En passant, où est-ce qu'on peut trouver ton cours d'entrepreneuriat? Comment on fait pour c'est très simple, ça? en fait. Campus Rame de Foi, quand tu t'en vas à formation aux entreprises, tu vas le trouver. Ça s'appelle Entrepreneuriat 101, donc Entrepreneuriat 101. C'est tous les petits trucs que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans ce domaine-là. Tous les téléphones que j'aurais pu faire. Mais c'est vraiment fait pour le jeune entrepreneur, la personne qui va se lancer en affaires, quelqu'un qui fait comme, tu sais, ça peut être n'importe quel âge, là, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a 55 ans, qui a le goût d'écrire des livres pour les enfants, ou qui écrivait des livres pour son petit-fils ou pour sa petite-fille, ou peu importe, puis qui a le goût de se lancer en affaires, mais qui sait pas comment. Ça peut être pour le jeune entrepreneur de 19 ans qui, lui, il sait pas par où commencer, il a pas le goût de retourner à l'école ou peu importe. C'est vraiment tous les petits trucs, puis ça va vite. Hein. C'est vraiment des capsules rapides. Il y a pas de tu sais, ça part vraiment dans les sens les plus précis de ce que j'ai vécu, de ce que j'aurais aimé savoir. On parle de tout, on parle de fiscalité, on parle de plan d'affaires, mais un petit plan d'affaires. Tu sais, l'objectif ultime du cours, c'est de faire un semblant de plan d'affaires, de se questionner vraiment sur c'est où je vois mon entreprise. On parle justement du site internet, de la carte d'affaires, on parle de la chambre de commerce, j'ai une chambre de commerce, on parle des concours, on parle de comment tout ce qui est plateforme de financement social, comment faire connaître notre marque, on parle aussi de tout ce qui est les 3 valeurs d'une entreprise, pourquoi avoir des valeurs, etc. Donc, toutes les B.A.B.A. de l'entrepreneuriat avant même d'avoir une entreprise. On parle aussi d'associés. On parle de papier aussi. On parle de tous les petits sujets précis. Puis, on les aborde oui, non. C'est quoi les erreurs? That's it, that's all. On niaise pas avec la POC, là. C'est vraiment un cours qui se passe très vite, qui est super abordable aussi. Puis c'est un cours qui est autodidacte.
Fait que tu peux le prendre quand tu veux, tu le fais à ton rythme. C'est tous des examens, parce qu'il y a tous des devoirs et examens qui sont de l'auto-évaluation, avec des choix de réponse, etc. Puis, pas de choix de réponse, mais avec un parcours, avec des feuilles de suivi de route. Fait que tu peux faire ça. Puis ça se fait quand même assez bien, là. Tu peux faire ça dans d'un mois, si tu vas sur un bon rythme. Mhm. Puis ça se fait vraiment bien. Puis pour moi, la vision de l'entrepreneuriat, à quelque part dans une autre saison de ma vie à moi, j'avais déjà beaucoup de préjugés. Je comprenais pas, tu sais, j'avais l'impression que c'était un monde complètement à part, alors que l'entrepreneuriat, maintenant que j'ai goûté un peu, c'est présent partout, là. Tu sais, tu le disais à propos des artistes, des musiciens. Ah oui. Je suis pas en musique, je suis pas entrepreneur. T'es entrepreneur. Tu sais. Ah oui. Puis je pense à tous mes amis qui ont eu des projets plus écologiques. Mais il faut que tu structures ton projet écologique. Tu sais, Mais Jean, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un muscle. OK? Un peu comme l'inspiration, c'est un muscle qu'il faut que tu travailles, il faut que tu ailles au gym. Quelqu'un qui va être botaniste, il peut se faire engager pour devenir botaniste, travailler pour une firme, travailler pour ci, pour ça, puis il n'y aura pas la gêne entrepreneuriale. C'est pour ça qu'on parle aussi d'intrapreneurial, on parle aussi de solo-preneur aussi. Il y a toutes sortes de termes qui sortent sur les médias sociaux. Mais c'est un muscle qu'on doit travailler. C'est un muscle que des fois, moi je me rappelle, je me sentais un peu mouton noir à l'université. J'avais un autre de mes chums aussi qui lui s'était ouvert un magasin de musique, un magasin d'instruments de musique, puis qui était en lien avec la musique évidemment, continuait à faire des shows, etc. Mais cette fibre entrepreneuriale-là, d'exploiter de façon positive une passion qu'on a, de vouloir à un point qui nous démange de le partager, voire même de le commercialiser, voire même de le faire exploser dans toutes les saveurs possibles, afin de changer le monde avec une idée qui est nouvelle, c'est d'exploiter ce muscle-là afin de faire des erreurs, afin de se planter, afin de se dire « Hey, ça, c'était vraiment à chier, ça marche pas en tout. » Puis qu'au final, à un moment donné, de faire comme « Hey, tu te rappelles-tu quand t'as fait ça? C'était vraiment malade, ça a eu un impact fou. » Puis de pouvoir en vivre. Hein? Il est là le plus dur. Il y en a qui réussissent. Moi, je suis reconnaissant d'avoir réussi à en vivre. Mais ça, c'est la dernière étape. La dernière étape. Et ça ne devrait pas être la première étape. S'il y a ce petit sentiment-là de j'ai une passion, on dirait que j'ai le goût tout le temps de la partager, puis j'ai plein d'idées par rapport à cette passion-là qui pourrait révolutionner le monde de cette passion-là, ça, c'est de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Écris-le. Plus qu'on l'écrit, plus qu'on le développe, plus que là, on active ce muscle-là, et plus que là, on devient entrepreneur. Parce qu'on le sait jamais au départ. Ton père a beau être entrepreneur ou pas, tu sais, t'as toujours le syndrome de l'imposteur au départ, mais à un moment donné, tu le deviens, tu l'es jamais au début, puis c'est un muscle qu'il faut développer, ça, t'as pas le choix. Puis c'est tellement un beau muscle dans la vie personnelle. C'est pour ça que je pense qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont des gens inspirants, parce que à quelque part, t'as pas le choix quand t'es entrepreneur de prendre responsabilité sur ta vie. Ben oui. Ta vie, comme ton entreprise, quand c'est toi le boss, même s'il se passe quelque chose hors de ton contrôle, c'est quand même toi qui prenne la décision, qui va de l'avant. Puis quand tu as appris à faire ça dans une entreprise, mais probablement que tu vas apprendre aussi à le faire dans ta propre vie. Puis c'est tellement une belle qualité. Ben, la plus grande maladie de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, c'est la procrastination, parce qu'en effet, il y a personne qui va te taper ses doigts, puis tu peux prendre une journée de congé quand tu veux. Mais moi, je dis tout le temps, puis je le dis aussi dans ma formation, puis je le dis dans mes conférences aussi, quand tu es entrepreneur puis que tu fais face à cette petite maladie-là, une journée, ben tu vas prendre une marche de 5 minutes, puis après tu te poses une question. La question est la suivante: est-ce que je prends congé ou je me lance? Parce que procrastiner, tu peux perdre ta journée, t'en vouloir comme ça se peut pas avoir avancé, puis avoir perdu une journée magnifique du plus grand privilège d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir ton temps puis d'être ton propre boss. Et de pouvoir prendre congé quand tu veux. Si tu prends congé, prends congé. Mais sinon, botte-toi les fesses puis avance à pas de tortue, mais fais juste avancer, s'il te plaît. Puis ça m'a guidé là vraiment long. Je suis content d'avoir eu ça jeune, que je me disais comme là, OK, aujourd'hui, OK, stop. Il est 9h30, ça avance pas. Je vais prendre une marche, je reviens. Je prends du congé? Je prends congé. Go! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. Ou, non, botte-toi les fesses, on avance tranquillement pas vite, on fait 3 téléphones aujourd'hui. Back.
Ça met en Wow. action. J'adore ça, puis je compte bien l'utiliser. Parce que Nice! c'est sournois, hein, la procrastination. Ben Hein, oui, parce que c'est tellement... c'est comme, ah oui, je le fais un peu, non, je le fais pas Non. un peu. Mais le fait de changer de mode parce que tu prends une marche, Ouais. puis le fait de prendre le choix conscient, là, ça change tout, je pense. Ah oui, Oui, c'est puis tu sais, vraiment bon. c'est de la discipline, là. La discipline, c'est plate, là. C'est plate, là. Pense à ton enfant, là. Quand il est comme genre, pourquoi tu mets ça dans mon monde de naïveté que je veux pas? Mais nous autres non plus, on n'aime pas ça, la discipline non plus. Mais ça a des preuves. Ça montre que ça peut être efficace puis que ça peut même nous amener du positif dans notre vie. Le travail peut amener du positif. Mais des activités aussi familiales peuvent amener du positif. Des fois, il fait trop froid, on n'ira pas. Non, on se met dans l'action. OK, on fait-tu rien ou on se met dans l'action? On prend 5 minutes, là, on arrête de niaiser puis de gâcher notre journée avec ça, on prend une décision. Mhm. Ça m'a affecté dans beaucoup des aspects de ma vie personnelle, puis c'est ce que j'aime beaucoup puis ce que j'adore de l'entrepreneuriat, c'est que ça m'aide à vraiment être autonome, pas juste dans ma business, mais de prendre le contrôle aussi de ma vie personnelle. Mhm. Hey, c'est vraiment bon. C'est cool! Hey, ça fait déjà 1h10 qu'on parle. Ça passe Débile. vite. Ça T'es passe bile vite. mental. Ouais, c'est fou. J'ai envie, si tu es d'accord, Ouais. de te poser des petites questions en rafale pour terminer. Fait que voici le défi que je te lance. Il faut que tu répondes en une phrase à peu près. Tu peux te Ouais. laisser aller si jamais ça c'est Non. trop, On se coupe. mais l'idée c'est que je te pitch 5 questions puis tu fais de ton mieux. Parfait. OK. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ces temps-ci? En ce moment, j'apprends la cartographie. Je suis en train de dessiner des cartes à la main. Pendant que mon enfant dessine à côté de moi des lions en couleur, ben moi je dessine des cartes inspirées de. Là, je suis en train de dessiner l'histoire de ma vie puis ma blonde en carte, comme une cartographie. Comme une vraie carte là pour une vraie carte que je dessine là, style C'est- Seigneur des Anneaux un peu, là. Ça développe mon côté artistique. Moi, je fais ça là. Je suis là-dessus, ça fait à peu près un mois là. Je suis très beau. OK. Hey, on se rappelle après puis je vais te Ouais. montrer ça, Ouais. c'est trop intéressant. OK. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu dans ta vie d'entrepreneur? D'entrepreneur. Là, on parle vraiment d'entrepreneur. Un des grands conseils que j'ai eu qui m'a vraiment fait du bien, que j'avais peur parce que j'avais le vertige souvent de genre, je serais pas capable d'en prendre autant. Il y a juste une entrepreneur extraordinaire qui a une compagnie qui s'appelle Alianza, qui est une compagnie de recrutement. Elle m'a dit, Yannick, plus t'en prends, plus t'es capable d'en prendre. Puis c'était un bon moment. Ça peut être négatif dans certains trucs, mais ça va aller. Tu sais, quand t'as le vertige, sache que plus t'en prends, plus t'es capable d'en prendre. Ceux qui ont le plus de temps, c'est les plus grands c'est les PDG d'entreprises qui sont capables de gérer leur temps c'est les présidents, c'est les premiers ministres. Plus t'en prends, plus t'es capable d'en prendre. Wow. C'est quoi le pire conseil que tu as eu comme entrepreneur? Le pire conseil, c'est pas un conseil. Le pire conseil que j'ai eu, c'est ça. C'est moi, c'est le pire conseil que je peux donner. C'est comment faire de l'argent avec. C'est quoi l'idée d'affaires qui va te faire de l'argent? Ça, c'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un. C'est quoi là? Bon là, on s'assit là. Puis c'est quoi qui va nous faire de l'argent là? C'est quoi là l'idée d'affaires qui va nous faire de l'argent? Ça là, à toutes les fois là que je pense à ça ou que j'entends quelqu'un dire ça ou qu'on sait. Là, on va s'asseoir, là, puis là, on va essayer de penser à une idée qui va nous rapporter de l'argent. J'ai le goût de vomir. Plus capable. Là, c'est. Parce qu'on s'en va toutes là, des fois. On se dit, c'est quoi la prochaine affaire qui va nous. C'est venimeux, ça. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à Yannick à l'époque jeune papa? Oh my et God. qui passe un moment dur. Mettons que tu te mets face à face avec lui maintenant avec un 3 ans de recul à peu près. Tu rencontres Yannick puis tu veux lui donner un conseil. C'est quoi que tu lui dis? J'y dirais, par rapport à ce qu'on s'est parlé, mon processus mental n'était pas rendu là. Prends le contrôle de ta vie puis t'es beaucoup plus capable que tu le penses. Parce que quand je suis rentré dans la parentalité, j'étais le deuxième. Dans le fond, j'étais comme... C'est sûr que ma blonde, elle, c'est une maman, fait qu'elle est capable de tout gérer. Moi, en ce moment, c'est moi qui est comme sur le banc, mais j'ai pas le choix parce que là, je suis comme le deuxième. Mais on est les deux numéro 1. Puis on est les deux capables de s'occuper autant de notre enfant. Puis moi, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu as autant de capacités
que ta blonde qui, elle, tu l'admires, tu l'aimes, tu la trouves belle, tu la trouves extraordinaire, tu la trouves genre overpower. Toi aussi, t'es overpower, mon chum. Toi aussi, t'as autant de pouvoir qu'elle. Vous êtes une équipe qui a autant de qualités dans différentes sphères, c'est sûr, parce qu'un couple, c'est une équipe. Mais tu vaux pas moins en tant que parent. T'es pas moins capable. C'est vraiment ça que je dirais, parce que pour vrai, quand je suis rentré dans la parentalité, je me sentais incapable. Mais c'est pas vrai. Puis aujourd'hui, je suis fier de le dire. Puis je veux pas me péter les bretelles, c'est pas ça, parce que tous les papas du Québec, de la terre entière, mais moi je trouve que c'est très québécois là, notre affaire de se penser comme un peu idiot, de se penser un peu niaiseux, ou que les papas vont faire plus d'erreurs, ou vont plus être gaffeux, ou vont plus être... Non, c'est pas vrai. C'est plus vrai, ça. Pas en 2022. Plus maintenant. C'est vraiment ça le conseil que je dirais. C'est bon. Dernière question. Ouais. Notre podcast s'appelle « À toi qui veux créer un monde meilleur ». On a appelé ça comme ça parce que on pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cet élan-là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont puis qui passent pas à l'action. Il y a beaucoup de gens qui l'ont puis qui se brûlent en cours de chemin. Si tu t'adressais à toi, à lui qui veut créer un monde meilleur, c'est quoi le piège à éviter? Le piège à éviter, c'est de voir de voir tes ambitions trop grandes ou inatteignables, ou tu sais, il y a tellement de choses à profiter là, puis on a tellement peu de temps pour en profiter, que juste comme de se mettre en action puis de faire un petit quelque chose. Juste vraiment là, moi ça a toujours été, quand j'étais entrepreneur, je me disais toujours je suis genre sur une pièce d'échiquier unique avec un seul pion, puis ma ligne d'arrivée je la vois pas là. Je suis pas capable de la voir. Mais je fais juste avancer mon pion d'une case à chaque jour. Tout le temps. Même si pour moi, ça paraît niaiseux, dans la parentalité, dans le fait de vouloir créer un monde meilleur, là, je suis pas dans la mentalité de OK, on va prendre une douche de 6 minutes au lieu de 10 minutes à tous les jours. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que si, mettons, dans ton quartier, t'as le goût... Je te donne un exemple. Moi, quand je suis rentré dans mon quartier, j'avais le goût de connaître tous mes voisins. J'ai fait une journée, la journée des voisins. Puis une fois par année, on se rencontre toute la gang. Puis juste à cause de ça, ça fait de nous un quartier plus uni. C'est une journée par année. Ça arrive une après-midi, ça dure 2 heures. C'est 2 heures par année et ça fait toute la différence. Ça prend pas beaucoup. Ça a de l'air gros. Tout le monde est comme genre, allez, une fête de quartier, ça demande beaucoup d'organisation. Non, c'est un coup de téléphone, c'est un courriel, c'est réglé. On achète des hot dogs, c'est réglé. T'sais. C'est beau, là. On met de la musique, ça va, là, tu sais. Puis après, les gens amènent d'autres choses. Puis c'est cette petite idée-là, ce petit temps-là, c'est juste le sparks, tu sais. C'est tout ce que ça prend. Ça prend juste soit la petite étincelle, là, puis tout le monde va se greffer à toi, là. C'est vraiment ça. Comme dans votre début, là, d'Inspirix, il y a comme une petite étincelle, hein? C'est vrai, ça. Ah oui, c'est ça. Des fois, je nous vois effectivement, je nous vois des fois comme une boîte de pétards à mèche. Là. Ça prend une petite étincelle, puis là, ça pète de partout. Là. Ouais, c'est pas toujours bon. Ben oui, c'est ça. Mais il faut faire le premier pas. Ouais. C'est ça que, tu sais, je pense que tu l'as donné des bons trucs là, pour faire des premiers pas. J'espère que la personne qui nous écoute, à travers tout ce que tu as pu traverser, toi, tu l'as pas eu facile à bien des égards. Non. Puis, encore une fois, c'est pas pour dire que... C'est pas pour comparer. Je pense que tout le monde a ses propres enjeux. Mais ça l'amène. Hein? C'est ça l'affaire, genre. Là, on parle peut-être pas de l'envers de la médaille, mais ça amène plein de bons. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein de chenoutes, là, tu sais. Mais faut juste... Tu sais, ça, on gérera ça après. Toutes les mardes, les chenoutes qui me sont arrivées, je les voulais pas. Je les ai pas planifiées. Ils sont arrivés. Mais au final... tu vas être capable de bien vivre avec. Faut pas se dire, c'est sûr que ça va arriver, ça va être de la chenoute, puis je serai pas capable. T'auras pas le choix d'être capable de vivre avec. C'est sûr qu'il va arriver de la chenoute, il va arriver plein de pépins. Tu sais, je veux dire, demande à n'importe quel entrepreneur là, qui s'est lancé, ou n'importe quel, tu sais, qui va se mettre dans la chenoute, qui va se commettre à une action, ou à un ci, ou à un ça. Il va arriver, là, un envers de la médaille. Mais ça, tu vas être comme un enfant, tu vas être obligé de changer la couche, là, tu sais. Tu vas être obligé de ramasser cette chenoute-là, mais ça va bien aller, tu vas passer à travers, ça, c'est sûr et certain, c'est obligatoire.
Ouais. Comme on a tout passé là, avec la COVID, puis on n'a pas le choix. C'est comme ça. On essaie de voir le bon dedans. Là. C'est ma définition de la confiance en soi, c'est ça. Avoir confiance en soi, hein, c'est pas d'être bon. Non. C'est d'avoir la certitude que je vais trouver un moyen. Oh oui. Je vais trouver un moyen. Donne-moi du temps, donne-moi des connaissances. Je vais trouver un moyen. T'es l'archétype pour moi de la confiance en soi. Merci beaucoup, Yannick, de m'avoir donné du temps. C'est vraiment fun de parler avec toi. Ben oui! OK. Hey, on refait ça certainement. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Et puis, on se revoit bientôt. Salut. OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.